Comme nous le constaterons ultérieurement, l'approche cinématique de l'étude d'un domaine ne peut être dissociée d'une approche statique qui conduit à la transmission des efforts à l'intérieur de ce domaine. Nous allons ainsi découvrir la notion de contrainte qui nous sera très utile pour dimensionner correctement les structures. L'évolution d'un milieu continu au cours du temps ne peut être aléatoire. Elle est dictée par le respect de différentes lois ou principes de la physique. Le principe fondamental de la mécanique est incontournable dans une étude associant les efforts et les déplacements. Mais il ne faut pas perdre de vue le premier principe de la thermodynamique qui permet d'associer la notion de travail d'une force à celle de chaleur par l'intermédiaire de l'énergie sous toutes ses formes. Le second principe, représenté par une inégalité traduisant l'irréversibilité de toute évolution, fait aussi partie des grands classiques inévitables. Mais il existe aussi d'autres relations, parfois négligées, mais dont en définitive on ne peut se passer, comme par exemple l'équation de continuité traduisant la conservation de la masse. Tous ces principes s'écrivent sous forme de lois qui représentent la conservation de certaines entités physiques. L'écriture de ces lois conduit à des équations qui, selon les variables utilisées, prendront une forme ou une autre. Elles sont souvent représentées sous forme globale pour un domaine matériel complet, mais elles peuvent aussi prendre une forme locale sur un domaine matériel infinitésimal. Pour connaître les évolutions de nos différentes quantités au cours du temps, nous allons isoler un domaine à un instant donné. La quantité à étudier étant distribuée dans tout le volume, elle est définie par une intégrale volumique. Nous devons ensuite regarder ce que devient cette quantité lorsque le domaine a évolué. Lors de cette évolution du domaine pendant un intervalle de temps très court, on constate qu'il existe un domaine de chevauchement très important. Entre les deux instants, on constate à la fois une perte et un gain de volume. Pour calculer notre variation entre les deux instants, nous allons calculer les intégrales à chaque instant en décomposant systématiquement le domaine d'intégration en deux parties. Le calcul de la différence des intégrales conduit à trois domaines d'intégration. On constate alors que l'on a en fait deux contributions de nature différente. Sur le domaine commun, c'est la variation de l'intégrante en fonction du temps qui est important, alors que les deux autres intégrales traduisent le fait que le volume d'intégration évolue au cours du temps. Le calcul du volume élémentaire pour ces deux dernières intégrales peut se faire en considérant qu'il est généré par le déplacement entre les deux instants d'un élément de surface pris sur l'enveloppe du domaine initial. Ce déplacement est obtenu en multipliant le vecteur vitesse du point central de l'élément de la surface par l'intervalle de temps. On obtient alors un cylindre élémentaire. Son volume est calculé en multipliant sa hauteur par l'aire de sa base. Pour la hauteur, comme le déplacement n'est pas nécessairement perpendiculaire à la base, il faut la calculer comme étant le résultat du produit scalaire du vecteur déplacement avec le vecteur normal à la surface au point considéré. Ce calcul est valable pour l'augmentation de volume, mais pour la diminution, compte tenu que le produit scalaire donne un résultat négatif, il faut en prendre l'opposé pour obtenir le volume élémentaire. L'intervalle de temps étant infiniment court, on peut alors calculer la différence de notre intégrale entre ces deux instants. L'association des surfaces générant l'augmentation de volume et la diminution de volume nous donnant la surface enveloppe fermée du domaine initial, on peut assembler les deux dernières intégrales entre elles,
ce qui nous donne alors la formule traduisant la dérivée particulière d'une intégrale. Il est à noter que la fonction intégrante peut être tout à fait générale, scalaire, vectorielle ou tensorielle. On voit clairement apparaître les deux contributions. D'une part, la variation temporelle de la fonction intégrante, d'autre part, la variation spatiale du domaine. Il convient de noter que cette dernière distribution peut être interprétée comme le flux au travers d'une surface fermée. Cette notion de flux au travers d'une surface fermée nous conduit tout naturellement à évoquer le théorème de la divergence, ou encore théorème de Green-Ostrowski, et qui s'énonce comme suit. Le flux d'un champ tensoriel au travers d'une surface fermant un domaine est égal à l'intégrale de la divergence du champ tensoriel sur le domaine. C'est un théorème de conservation car il indique que tout ce qui entre ou sort dans un domaine contribue à la variation du stockage de l'entité dans le domaine. Dans le cas où l'entité étudiée est une fonction scalaire, le théorème prend une forme légèrement différente. Ce théorème étant valable quelle que soit l'entité tensorielle, il peut être appliqué pour le calcul d'une résultante d'une répartition de pression constante sur un domaine. Cette pression étant constante, le vecteur gradient associé est nul, et l'on constate que la résultante recherchée est nulle, quelle que soit la forme du domaine étudié. Profitons de cette digression dans le monde des mathématiques pour énoncer le théorème de l'intégrale nulle. Si, quel que soit un sous-domaine pris à l'intérieur d'un domaine plus vaste, l'intégrale d'un champ tensoriel est nulle, alors ce champ tensoriel est nul sur l'ensemble du vaste domaine. La démonstration peut se faire par l'absurde, en considérant qu'il existe au moins un point à l'intérieur du vaste domaine pour lequel la fonction est non nulle. Par continuité, elle sera non nulle sur un domaine enveloppant le point, et l'intégrale sur ce domaine ne sera pas nulle. Une loi de conservation exprime un bilan d'une grandeur associée à un domaine. On a une équation qui traduit le fait que la variation de la grandeur à l'intérieur du domaine est égale à la somme de la quantité produite à l'intérieur du domaine et de la quantité transitant au travers de la surface enveloppe du domaine. Nous avons une expression globale sur un domaine, mais avec les théorèmes précédemment vus, il est possible d'obtenir une expression locale valable en tout point du domaine. Les différentes formulations de l'équation de conservation de la masse, dite encore équation de continuité, sont une belle illustration de ces notions d'expression globale et locale. Le principe de conservation de la masse postule que la variation de la masse d'un domaine au cours du temps est nulle. Par l'intermédiaire de la masse volumique, on passe à une intégrale de volume. On peut alors utiliser la formule de la dérivée particulière. Le théorème de la divergence permet de transformer l'intégrale sur la surface du domaine en intégrale de volume. On obtient alors une première forme locale de l'équation de continuité. On peut aussi utiliser les relations suivantes, ce qui nous donne une nouvelle forme locale de l'équation de continuité. Il existe plusieurs formulations permettant d'introduire la mécanique. Selon la présentation retenue, ce qui peut être un axiome peut devenir un théorème. La formulation que nous retenons, qui est la plus couramment utilisée en première présentation, conduira ultérieurement à démontrer le théorème des puissances virtuelles. Il convient toutefois de noter que nous employons la dérivée par rapport au temps du torseur cinétique galiléen et non pas le torseur dynamique galiléen. La différence entre ces deux torseurs existe
lorsque le domaine peut avoir une perte de masse, comme dans le cas de fusées qui transforment progressivement de la matière en énergie. Il convient de préciser la nature des efforts exercés par l'extérieur sur le domaine d'étude. Ils sont de deux types. Il y a des actions réparties dans le volume et exercées à distance. On y trouve l'action de la pesanteur ou les forces électromagnétiques. Elles sont représentées par une densité massique d'efforts définie en chaque point du domaine. Puis, il y a les actions réparties sur la surface délimitant le domaine. C'est par exemple la pression du fluide enveloppant le domaine ou encore les efforts dus aux liaisons cinématiques. Elles sont représentées par une densité surfacique d'efforts définie en chaque point de la surface délimitant le domaine. L'ensemble des efforts appliqués à notre domaine permet donc de satisfaire au principe fondamental de la mécanique. Toutefois, si l'on coupe le domaine en deux parties et que l'on isole une partie, les seuls efforts considérés jusqu'à présent ne permettent pas nécessairement de respecter le principe fondamental de la mécanique. Il convient donc d'envisager qu'il existe des efforts exercés par la partie enlevée sur la partie restante. On peut envisager des actions à distance, mais nous considérerons que ce sont des actions surfaciques créées par la rupture des liaisons interatomiques. Elles sont représentées par une densité surfacique de force appelée vecteur contrainte au point M dans la direction de la normale à la surface de coupe. Cette densité surfacique n'est fonction que de la normale extérieure au domaine pour le point d'étude. C'est le postulat de Cauchy. On peut alors définir la contrainte normale, sigma n, comme étant la projection sur la direction de la normale du vecteur contrainte. De même, on a le vecteur contrainte tangentielle, appelé encore scission ou contrainte de cisaillement, qui représente le vecteur contrainte projeté dans le plan de la facette. On peut obtenir ces composantes par de simples relations. Une contrainte normale positive traduit localement un état de traction de la matière. Si au contraire elle est négative, nous avons localement un état de compression. Les composantes du vecteur contrainte représentent une force rapportée à une surface. Elles sont donc homogènes à une pression et vont s'exprimer en pascal ou plus généralement en mégapascal. Le vecteur contrainte ainsi déterminé s'applique sur la structure dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire déformée. C'est une version eulérienne de ce vecteur. Nous avons fait le choix d'une axiomatique privilégiant l'application d'une force infinitésimale sur l'élément de surface de contact. Ce choix conduit à des problèmes d'interprétation des résultats lorsque l'on est en présence de forts champs magnétiques. Dans ce cas, il faudra aussi considérer l'application d'un moment infinitésimal sur l'élément de contact. Si nous avions isolé l'autre partie de notre domaine, nous aurions trouvé des efforts opposés du fait du principe des actions mutuelles. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le vecteur contrainte est essentiellement dépendant du plan de séparation des deux parties, plan orienté par un vecteur normal. Pour s'en rendre compte, nous allons nous intéresser à un domaine cylindrique sollicité sur ses deux bases par des distributions d'efforts uniformément réparties et opposées. Ce domaine est immobile et considéré en équilibre. On obtient une sollicitation de traction. Imaginons que l'on veuille couper le domaine en deux parties égales. La première coupe sera faite par un plan de section droite, la deuxième sera faite par un plan méridien. Ces deux plans contiennent le point central du domaine qui sera notre point d'étude. Pour la première coupe,
il est nécessaire d'envisager une distribution de vecteurs contraintes non nuls dans le plan de coupe si l'on veut que le domaine isolé soit encore en équilibre. Par contre, pour la deuxième coupe, on se rend compte que notre domaine est en équilibre sans l'ajout de vecteurs contraintes. Ainsi, il existe en chaque point d'étude autant de vecteurs contraintes que l'on envisage de plans de coupe. Cette infinité de vecteurs nous interpelle et nous allons essayer de définir l'état de contrainte en un point par une autre notion. Pour cela, nous allons établir la relation existante entre le vecteur contrainte et le vecteur normal associé au plan de coupe. À l'intérieur d'un domaine en équilibre, on isole un tétraèdre infinitésimal dont trois faces sont perpendiculaires au vecteur d'une base orthonormée. On s'intéresse à la face orthogonale au premier vecteur de la base. Les efforts appliqués par l'extérieur sur cette face font apparaître le vecteur contrainte. À ce vecteur, on peut associer sa composante normale et sa composante tangentielle. Cette dernière est contenue dans la face d'étude. On peut alors représenter ce vecteur par ses composantes dans la base. Ces composantes sont écrites avec une notation indicielle naturelle. Le premier indice est celui associé à la normale de la face d'étude, et le deuxième indice est celui du vecteur de projection. Lorsque les deux indices sont confondus, on obtient une contrainte normale. On trouve un résultat similaire sur la deuxième face. La composante normale du vecteur contrainte est portée par le deuxième vecteur de la base. La troisième face donne bien entendu un résultat similaire. On obtient un ensemble de 9 composantes pour représenter les vecteurs contraintes sur ces trois faces. Il reste à étudier la quatrième face, orientée par un vecteur unitaire non collinéaire au vecteur de base. On peut bien entendu lui associer un vecteur contrainte spécifique. Pour obtenir les forces associées à ces faces, il faut multiplier ces vecteurs contraintes par l'aire des surfaces sur lesquelles ils s'appliquent. Tout d'abord, il convient de faire une remarque à partir de l'expression issue du théorème de la divergence appliquée à une fonction scalaire. Si cette fonction est constante, on obtient un résultat très intéressant sur la surface enveloppant un domaine. En additionnant tous les vecteurs associés aux éléments de surface d'un domaine fermé, on obtient un vecteur nul. Regardons ce que donne l'application de ce résultat à notre volume tétraédrique élémentaire. Les surfaces étant élémentaires, on peut omettre le signe d'intégration. Avec des notations implicites, notre équation s'écrit au fur et à mesure des contributions des différentes surfaces. Par projection sur les vecteurs de base, on peut alors en déduire une relation intéressante. Notre domaine étant infinitésimal, on néglige dans l'expression du principe fondamental de la mécanique
toutes les contributions volumiques qui sont d'un ordre supérieur par rapport aux contributions surfaciques. D'autre part, on peut aussi omettre les signes d'intégration. Avec la relation que nous venons de démontrer, on peut obtenir une relation simplifiée. Et le principe des actions mutuelles nous donne une relation très intéressante. Avec cette dernière, on constate qu'à partir de la connaissance des vecteurs contraintes associés aux trois vecteurs d'une base, on peut calculer le vecteur contrainte dans n'importe quelle direction. Dans une base cartésienne, les composantes du vecteur contrainte dans une direction quelconque sont déduites par une relation matricielle. On en déduit une relation indicielle, ce qui peut se traduire par une relation tensorielle qui fait apparaître le tenseur des contraintes ou encore tenseur de Cauchy. Il est fonction du point d'étude. Ce tenseur contrainte permet de connaître la distribution des efforts à l'intérieur de notre domaine. Il est donc dépendant des charges appliquées, mais aussi de la cinématique du milieu étudié. Les équations de la dynamique vont nous permettre d'établir la relation de dépendance. Pour écrire le principe fondamental de la dynamique, il faut exprimer le torseur des efforts appliqués par l'extérieur. Comme nous l'avons déjà dit, nous aurons deux contributions. La première concerne les actions à distance. Elles sont réparties dans tout le volume et elles sont schématisées par une distribution massique. La seconde distribution est celle des actions de contact. Elles sont réparties sur toute partie de la surface délimitant le domaine et elles sont schématisées par une distribution surfacique qui n'est autre que le vecteur contrainte. Dans l'autre membre de l'égalité, nous trouvons la variation par rapport au temps du torseur cinétique galiléen. Si nous travaillons avec un système à masse conservative, en variable de Lagrange, il est équivalent au torseur dynamique galiléen. L'application du principe fondamental de la mécanique assure un lien entre tous ces torseurs. Pour l'instant, nous avons une expression globale, valable pour tout domaine matériel. On constate que l'on a bien une expression sous forme de loi de bilan. Pour deux torseurs, l'intégration se fait sur l'ensemble du domaine, mais pour le torseur des efforts extérieurs de contact, l'intégration est faite sur la surface fermée enveloppant le domaine. L'utilisation du théorème de la divergence va nous permettre de passer à une intégration sur l'ensemble du domaine. Pour cela, sur la résultante, nous allons utiliser le lien entre le vecteur contrainte et le tenseur des contraintes. Le deuxième membre représentant le flux du tenseur des contraintes au travers de notre surface fermée, l'application du théorème de la divergence nous permet de passer à une intégrale de volume. Notre équation de résultante prend alors une forme avec trois intégrales portant sur le même domaine. En passant les intégrales massiques à des intégrales volumiques et en utilisant le théorème de l'intégrale nulle, on obtient une expression simplifiée. C'est une équation valable en tout point de notre domaine. Elle représente l'équation de résultante du principe fondamental de la mécanique.
L'équation que nous venons d'obtenir est primordiale pour notre cours de mécanique. Elle montre bien le lien entre le tenseur des contraintes, les actions à distance exercées par l'extérieur sur notre domaine et le mouvement de notre domaine. Pour convaincre l'auditeur un peu sceptique devant la démonstration employant les théorèmes de la divergence, nous allons refaire cette démonstration en isolant un domaine parallélépipédique. On positionne un repère par rapport au domaine, l'origine du repère étant confondue avec un sommet, les arêtes définissant les axes. Le domaine est infiniment petit. Il est donc délimité par 6 surfaces rectangulaires parallèles entre elles 2 à 2. Pour chaque face, nous pouvons définir la normale extérieure au domaine, la position du centre de surface déterminée par les coordonnées dans le repère, et l'aire de la surface. Sur la face étudiée s'applique un vecteur contrainte. Il est obtenu en faisant le produit du tenseur des contraintes défini au centre de la surface par le vecteur normal à la surface. La première composante de ce tenseur contrainte est obtenue en tenant compte des augmentations de la fonction au point origine, augmentation due aux différences de positionnement des 2 points. On a bien entendu un résultat similaire pour toutes les autres composantes. En regardant ce qui se passe pour chaque face du domaine, on obtient le tableau suivant. L'auditeur un peu curieux pourra compléter ce tableau en représentant les 5 autres composantes du tenseur des contraintes. Avec ce tableau, en multipliant dans une colonne l'aire par la composante du vecteur contrainte, on obtient la composante force associée. Ensuite, il faut additionner toutes ces composantes force pour obtenir la résultante des forces de surface appliquées à notre domaine. Comme on peut le constater facilement, nous allons avoir de nombreuses simplifications. En regardant la projection sur le premier vecteur de notre base, on obtient un résultat simple pour la résultante due aux actions extérieures de contact. Le domaine étant infinitésimal, on peut négliger l'intégration. Le calcul de la projection de la résultante due aux actions extérieures à distance n'est pas compliqué. Et il en va de même pour le calcul de la projection de la résultante dynamique galiléenne. L'application du principe fondamental de la dynamique nous donne alors une équation scalaire. Bien entendu, les calculs faits en projection sur les 2 autres axes du repère donnent des résultats similaires, ce qui se traduit par l'équation locale de la résultante du principe fondamental de la mécanique. L'avantage de cette démonstration est qu'elle permet d'arriver très rapidement au résultat concernant l'équation du moment du principe fondamental de la mécanique. En effet, en écrivant cette équation au centre de notre domaine, comme de nombreuses forces passent par ce point, nous avons beaucoup de simplifications et l'on constate que l'équation de moment sera réalisée à la condition que le tenseur des contraintes soit symétrique, c'est-à-dire égal à sa transposée. Ainsi, comme le tenseur des déformations, le tenseur des contraintes sera représenté par 6 composantes indépendantes. Ces 2 équations représentent localement le principe fondamental de la mécanique.
La relation entre le vecteur contrainte et le tenseur des contraintes nous montre que nous avons affaire à une application linéaire indépendante de la base dans laquelle on l'exprime. C'est la propriété caractéristique des tenseurs. Si on ne change pas un état tensoriel en changeant de base, on peut toutefois remarquer que les composantes du tenseur des contraintes sont étroitement liées à la base de représentation. Dans une autre base, nous pouvons utiliser le même type de formule pour exprimer une composante courante du tenseur des contraintes. On peut alors utiliser les formules de changement de base pour les vecteurs unitaires, ce qui nous permet de faire apparaître la matrice de changement de base avec ses propriétés particulières. En définitive, nous pouvons alors obtenir une formule générale nous permettant de calculer les composantes dans n'importe quelle base, sous réserve de les connaître au moins dans une base. De toutes les bases, il en est au moins une qui est particulière. Le vecteur contrainte associé à un vecteur de cette base est collinéaire au vecteur initial. Le coefficient de collinéarité est appelé contrainte principale. Le calcul de ces contraintes principales, qui ne sont rien d'autre que les valeurs propres du tenseur des contraintes, passe par l'annulation d'un déterminant. Dans la base des vecteurs propres, la matrice représentant l'état de contrainte est diagonale. Les composantes tangentielles sont nulles. Le tenseur des contraintes étant symétrique, il est possible de démontrer cette relation, dite égalité de Cauchy, valable avec n'importe quel vecteur unitaire. En appliquant la relation précédente avec deux vecteurs propres, on peut constater que si les valeurs propres sont distinctes, les vecteurs propres associés sont nécessairement orthogonaux. Comme dans le cas du tenseur des déformations, la décomposition en parties sphériques et déviatoriques est unique dès lors que l'on exprime que le tenseur sphérique est proportionnel au tenseur identité et que le tenseur déviatorique a une trace nulle. L'opposé du coefficient de proportionnalité entre le tenseur sphérique et le tenseur identité s'appelle la pression. Cette notion est bien entendu très utile dans le cas des fluides, mais elle est aussi exploitée pour les solides, en particulier dans un comportement plastique. Nous avons vu que le calcul des valeurs propres passe par l'annulation d'un déterminant. Toutefois, comme le résultat doit toujours être le même quelle que soit la base initialement retenue, le polynôme sera identique. Les coefficients de ce polynôme sont donc invariants par tout changement de base. Le polynôme étant du troisième degré, nous avons donc trois invariants. Le premier invariant est la trace du tenseur des contraintes, alors que le troisième est son déterminant. Le deuxième invariant est plus délicat à calculer. On peut aussi trouver des expressions indicielles valables dans toutes les bases. Dans le cas du tenseur déviateur des contraintes, le premier invariant est bien entendu nul. Nous verrons ultérieurement que son deuxième invariant joue un rôle particulier.
Tenseur des contraintes. On peut bien entendu envisager les mêmes représentations graphiques que pour le tenseur des déformations. La première représentation est celle tridimensionnelle de l'ellipsoïde de Lamé. Nous avons examiné cette représentation en commençant par concevoir une base orthonormée. On imagine que cette base est la base des vecteurs propres d'un état de contrainte dont on connaît les contraintes principales. Dans ce repère, on peut représenter un vecteur unitaire connu par ses cosinus directeurs. Il est aussi possible de positionner le vecteur contrainte associé à ce vecteur unitaire. Toutes ces composantes sont connues. L'extrémité de ce vecteur contrainte se trouve sur l'ellipsoïde de Lamé. Les vecteurs propres de l'état de contrainte présentent aussi les directions principales de l'ellipsoïde. L'intersection de cette ellipsoïde avec les plans principaux nous donne 3 ellipses. On se rapproche pour examiner cette distribution de plus près. Lorsque le vecteur unitaire évolue, le vecteur contrainte évolue lui aussi. En particulier, lorsque le vecteur unitaire appartient à un plan principal, le vecteur contrainte associé se trouve lui aussi dans ce plan. Son extrémité est sur l'ellipse associée au plan. Et lorsque le vecteur unitaire est confondu avec un vecteur propre, le vecteur contrainte est aussi collinaire avec ce vecteur propre. On peut aussi regarder en se positionnant perpendiculairement à un plan principal. Cela nous permet de suivre l'évolution en grandeur réelle. Bien entendu, il est aussi possible d'utiliser la représentation plane du tricercle de Moore. Elle est obtenue en positionnant 3 cercles tangents entre eux. Les diamètres sont égaux à la différence de 2 valeurs propres et les centres sont situés sur le même axe. De fait, les intersections des cercles avec cet axe nous donnent les valeurs des contraintes principales. Pour un vecteur unitaire quelconque, l'extrémité du vecteur contrainte associé se trouve à l'intérieur du tricercle. La représentation de Moore permet d'avoir directement la contrainte normale et le vecteur contrainte tangentielle en vraie grandeur. On peut bien entendu avoir ces entités par des formules. Par convention, on ordonne les contraintes principales de la plus grande vers la plus petite. La plus grande contrainte principale est donc la contrainte normale maximale. Le rayon du plus grand des cercles de Moore donne le module de la contrainte tangentielle maximale. En application, nous allons étudier une poutre droite de section circulaire. On lui associe un repère cartésien. Dans un premier temps, nous considérerons que cette poutre est sollicitée en torsion. Nous admettrons qu'en un point quelconque de la poutre, dans une base cylindrique naturelle, le tenseur des contraintes n'a qu'une composante de cisaillement. D'autre part, nous appliquons une sollicitation de flexion pure. Cette flexion, prise séparément, nous donne un tenseur contrainte caractérisé par une composante normale. Par application du principe de superposition, le tenseur des contraintes pour la sollicitation combinée de flexion-torsion est obtenu par addition terme à terme des composantes des tenseurs des sollicitations simples. La structure de ce tenseur contrainte est particulière. On peut en effet facilement vérifier que l'axe radial du repère cylindrique est un axe principal de contrainte, la contrainte principale associée étant nulle. On peut en déduire que le plan vectoriel contenant le vecteur axial et le vecteur orthoradial est un plan principal. Il y a donc un des 3 cercles de Moore qui est associé à ce plan.
Nous allons construire ce cercle en définissant certains de ces points qui représentent l'extrémité du vecteur contrainte image d'un vecteur unitaire pris dans le plan. Calculons par exemple le vecteur contrainte image du vecteur axial de notre base. On va représenter ce vecteur sur le plan de mort. Pour cela, on calcule la composante normale du vecteur. Cette composante se trouve sur l'axe normal qui est porté par le vecteur axial. Après avoir enlevé au vecteur image la composante normale, il reste la composante tangentielle. En l'occurrence, elle est portée par le vecteur orthoradial. On peut alors représenter le vecteur image du vecteur axial, ce qui nous donne un premier point situé sur le cercle de mort associé au plan principal. Pour trouver un deuxième point du cercle, nous allons utiliser le vecteur orthoradial et le vecteur image qui lui est associé. La composante normale est nulle. Elle est logiquement portée par l'axe normal du plan de mort qui, en l'occurrence, est le vecteur orthoradial. En conséquence, le vecteur image est purement tangentiel, le vecteur tangent étant collinéaire au vecteur axial. Toutefois, nous devons respecter l'orientation entre le vecteur axial et le vecteur orthoradial que nous avions pris pour le premier vecteur image. On peut donc représenter le vecteur image, cela nous donne un deuxième point du cercle de mort. On peut alors tracer le cercle, sachant que son centre est situé à l'intersection de la médiatrice des deux points et de l'axe horizontal du plan de mort. L'intersection du cercle avec cet axe horizontal nous donne deux valeurs propres de signes opposés. On sait que la troisième valeur propre, associée au vecteur propre confondu avec la direction radiale, est nulle. Cela nous permet de représenter les deux autres cercles de mort. Pour le calcul des valeurs propres extrémales, il faut travailler à partir du plus grand des cercles. Par construction, on connaît l'abscisse du centre. Le théorème de Pythagore nous permet de calculer facilement le rayon. Et l'on peut en déduire les valeurs propres. Et l'on connaît l'état de contrainte dans la base principale. La méthode utilisée pour arriver à ce résultat est graphique. Mais bien entendu, il est possible d'utiliser une méthode analytique. Avec cette petite application, on peut remarquer que la contrainte tangentielle due à la torsion contribue à l'augmentation de la contrainte normale maximale, tout comme la contrainte normale de flexion augmente la contrainte tangentielle maximale.